Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Booster le rendement de ses liquidités en arbitrant les inefficiences structurelles du secteur bancaire, il fallait y penser. Mark Templeman, CEO et cofondateur de Cashbee à Paris. On est tombé sur l'idée de changer assez radicalement le monde de l'épargne individuelle parce qu'on se fait alpaguer très régulièrement par ceux qui nous entourent pour des conseils en finance, des conseils en placement, pour aider les gens à faire un peu mieux avec leur argent, le placer. Et on voit bien qu'il y a un manque de culture, un manque de connaissances très fort sur le sujet. Et donc c'est ce paradoxe-là entre d'un côté le besoin et l'envie universelle d'épargner et de l'autre l'incompétence pour le faire bien qui nous a amené vers l'idée de Cashbee. Parti de la banque d'investissement en 2017, Marc a tiré profit de cette expérience pour se lancer dans l'entrepreneuriat, développer son idée et lancer Cashbee avec ses cofondateurs. Nous faisons le point avec lui sur les pratiques en matière d'épargne, les usages, la culture financière et les supports d'investissement préférés des Français. Marc nous décrit la solution développée par Cashbee, les coulisses de cet établissement de paiement et notamment l'arbitrage structurel qui permettent à la start-up de générer du rendement afin d'offrir aux investisseurs un compte à vue rémunéré. Ce qui, en ces temps de taux négatifs, est plutôt une belle opportunité. Il est également question de garantie des dépôts, des banques partenaires, des risques pour les clients et des évolutions à attendre pour Cashbee, que ce soit dans le B2B ou le B2B2C. C'est un épisode efficace et pétillant. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Marc. Bonjour. Alors merci beaucoup de m'accueillir chez Plateforme 58 pour cet épisode sur Cashbee. Merci beaucoup surtout d'avoir pensé à nous, de nous inviter. On est ravis. Alors toi et moi, on a un grand passé commun puisqu'on est tous les deux d'anciens banquiers. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter aux auditeurs et alors faire un petit point sur ton expérience en capital market? Ce que j'aimerais que tu nous précises, c'est comment ton métier a évolué en fait lorsque tu étais en banque, à partir du moment où tu as rejoint jusqu'au moment où tu as quitté. Juste ce point-là, je pense qu'il pourrait être intéressant pour les auditeurs. Alors, je vais essayer d'abréger 23 ans de carrière en banque d'affaires. Donc, je suis Mark Templeman, je suis franco-néerlandais. Mon claim to fame, c'est que j'ai joué un tout petit rôle dans Out of Africa quand j'avais 15 ans. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, je construis Cashbee notamment grâce à mon expérience en banque d'affaires, donc que j'ai rejoint en 93, ça date. J'ai rejoint Merrill Lynch en 97 et j'y suis resté plus de 20 ans. D'accord. Donc j'ai pu survivre à la crise financière de 2008. Ouais. Et pour revenir à ta question, c'était un peu le Wild West quand même au début des années 90. Tout était possible. L'inventivité financière était très grande. La prise de risque probablement aussi, mais je ne suis pas certain qu'on s'en rendait toujours tous compte. Ouais. Il y avait des marchés à défricher et des produits à inventer. Alors que post-2008, le poids de la réglementation, probablement à juste titre, est devenue de plus en plus importante. Et c'est sans doute aussi, quand on commence à prendre du galon et des responsabilités, que le poids des réunions, de la gestion des risques, de la compliance, et tout ça se fait sentir de plus en plus lourdement et que par la force des choses, on passe de moins en moins de temps avec les clients. Donc ça, c'était ton constat en fait en termes de détérioration de la relation client finalement. C'est ce que tu as constaté lorsque tu étais dans la banque chez Merrill? Alors j'ai constaté moi-même que j'avais moins de temps à consacrer à la partie que j'affectionnais le plus, qui était de trouver des solutions intelligentes pour mes clients, et qu'effectivement la liberté qu'on avait pour trouver des solutions innovantes était de plus en plus contrainte ou limitée par une réglementation, encore une fois, sans doute nécessaire. Ouais. Donc, une fois que tu as eu cette expérience dans la banque, pof, tu t'es dit, je vais devenir entrepreneur. Comment ça s'est fait? Alors, c'est pas pof, tu t'es dit, mais j'aime bien la description. Plusieurs phénomènes, en fait, se sont réunis. Le premier, c'est que j'avais une vie qui était enrichissante intellectuellement sans doute, mais misérable dans les faits, puisque je passais beaucoup de temps dans les avions. J'avais une empreinte carbone dont aujourd'hui j'ai honte, franchement. Le contenu de mon job, comme je l'avais
décrit était devenu de moins en moins drôle et je voyais très peu ma famille. Vous y rajoutez le fait que dans une banque américaine, il y a un moment où on touche à un plafond de verre quand on n'est pas basé à New York. Et donc l'ensemble de ces facteurs ont fait que je me suis posé pas mal de questions pour me dire en 2017 qu'il y avait probablement autre chose à faire. Donc je veux être clair, je ne crache pas dans la soupe. J'ai appris énormément de choses et j'ai pu travailler sur des transactions magnifiques avec des clients dans des situations assez dingues. Mais je pensais que s'il y avait un tournant à prendre, il fallait le faire à ce moment-là, avant qu'il ne soit trop tard, entre guillemets. D'accord. Donc ça, c'était en 2017 ? 2017, pardon. Comment est-ce que l'idée a germé dans ton esprit et est-ce que tout de suite, tu es parti sur ce business model ? Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de l'idée de Cashbee et comment tu as constitué l'équipe ? Alors, d'abord, je n'avais pas d'idée prédéfinie ou préconçue, mais j'avais envie d'entreprendre et surtout de créer quelque chose from the ground up, à partir de rien. Mais je pense que je ne serais pas parti tout seul. Donc, la première remarque à faire, c'est qu'il se trouve que j'ai creusé le chemin de Cyril Garbois, mon cofondateur, enfin un de mes 2 cofondateurs, et que lui était dans un même état d'esprit où il voulait créer quelque chose et entreprendre. Le deuxième point, c'est que lui comme moi, avec notre bagage lourd en finance, on s'est dit autant utiliser cette expertise. Et enfin, le troisième élément, c'est qu'on s'était dit de faire quelque chose qui, contrairement à nos expériences corporate, puisse faire du bien pour le plus grand nombre. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, faut-il encore trouver une idée qui puisse marcher ? Et on est tombé sur l'idée de changer assez radicalement le monde de l'épargne individuelle, parce que lui, comme moi, et sûrement comme toi, on se fait alpaguer très régulièrement par ceux qui nous entourent pour des conseils en finance, des conseils en placement. Enfin, pour peu qu'on dise qu'on a passé 1, 2, 3 années dans la banque ou dans la finance, assez rapidement, on est submergé de demandes pour aider les gens à faire un peu mieux avec leur argent, le placer. Et on voit bien qu'il y a un manque de culture, un manque de connaissances très fort sur le sujet, alors qu'on ressent tous le besoin de mettre de côté. Et donc, c'est ce paradoxe-là, entre d'un côté le besoin et l'envie universelle d'épargner et de l'autre l'incompétence pour le faire bien, qui nous a amenés vers l'idée de Cashbee. D'accord. Et donc, le modèle, vous l'avez développé, vous avez itéré, j'imagine, pendant plusieurs mois pour définir le business model. Actuellement, Cashbee, si tu pouvais définir en une phrase, qu'est-ce que ce serait ? En une phrase, ce serait la plateforme mobile d'épargne la plus simple d'Europe. Voilà. Maintenant, ça cache beaucoup de choses. Et tu le dis très bien, on a itéré. Qu'on me montre un entrepreneur qui dit qu'il a exécuté le plan de A à Z tel qu'il s'était imaginé le jour 0. Et je le traiterai probablement de menteur, mais parce que je suis convaincu que c'est en faisant qu'on apprend et qu'on s'achemine vers ce qui nous semble être aujourd'hui le bon modèle, en se réservant le droit de le changer encore. Mais en fait, on se rend bien compte que ce qu'il fallait créer et ce qui n'existait absolument pas, c'est un outil ultra simple, ultra sécurisé, maniable à partir de la maison, sans papier, sans paperasse, sans déplacement dans les centres bancaires, pour pouvoir gérer dans une seule app la totalité de son épargne. D'accord. Donc ça, c'est en quelques mots. Si on fait juste un petit pas en arrière sur l'épargne des ménages, on en parle beaucoup en ce moment puisqu'on est en plein dans cette crise Covid et il y a énormément donc d'épargne et de comptes sur lesquels il y a des liquidités. Si on dressait un portrait robot de l'épargne, en tout cas en France, puisque c'est le marché que vous adressez actuellement, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les pratiques communes qui sont faites ? Donc c'est, j'imagine, très complexe, mais il doit y avoir quand même des tendances en termes d'investissement en France. Oui, et alors j'en citerai au moins 2. Le premier, c'est que les Français sont les champions de l'épargne en termes de taux d'épargne. Donc quand je dis qu'on est tous convaincus qu'il faut mettre de côté, le Français joint l'acte à la parole et met beaucoup de côté. Et tu le dis, lors de la crise du Covid, il a mis plus de côté que jamais auparavant. C'est-à-dire que le taux d'épargne moyen, qui est aux alentours de 14%, je crois, sur une longue durée, il est passé à plus de 25% durant les quelques mois de confinement au début de l'année 2020. C'est énorme. C'est gigantesque. Donc, premier constat, on met beaucoup de côté. Le deuxième, on le met de côté sur des supports qui sont perçus comme étant ultra disponibles, ultra safe, quitte à abandonner le rendement. Donc, je m'explique. Les produits d'investissement les favoris des Français, c'est le compte courant sur lequel on ne gagne rien. C'est le livret A. Mon père.
sur lequel on perd du pouvoir d'achat, ça c'est vrai. Il y a le livret A qui est tombé à son plus bas historique à 0,50. Et puis il y a le contrat assurance vie en euros, dont le capital est garanti, mais dont le rendement cette année, enfin en 2020, va probablement tomber aux alentours de 1%. Donc quand je dis l'épargne européenne, et notamment française, cherche la liquidité et la sécurité avant le rendement. Et donc il y a, troisième élément, un manque très fort de culture de prise de risque et de connaissance de la finance. Et ça, tu penses que c'est dû à quoi ? Parce que, par exemple, nos voisins britanniques ou même aux États-Unis ont beaucoup plus la culture de l'investissement qu'en France. Ça s'explique comment, ça ? Alors, tu as complètement raison, et on pourrait y rajouter les Asiatiques, et notamment les Chinois. Donc, en Europe, on manque de culture financière pour probablement un ensemble de raisons. Le premier est culturel. Je crois que même encore aujourd'hui, ce n'est pas bien vu de parler d'argent. L'argent gagné par le travail vaut mieux et plus que l'argent qu'on gagne en plaçant bien ce qu'on a déjà. Il y a un manque d'éducation financière, donc le système scolaire n'est pas fait pour apprendre des choses pratiques sur la finance à des enfants jeunes. Or, on sait très bien que lorsqu'on adopte des bonnes habitudes étant jeune, on les garde à vie. Et ce serait peut-être pas idiot d'y réfléchir. Et il y a des fintechs qui s'y intéressent d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Il y a un article sur ton blog que je mettrai dans le résumé de l'épisode qui explique vraiment, qui donne des bonnes astuces pour apprendre l'épargne. On en est convaincu. Les placements à ses enfants. Voilà, je ferme la parenthèse. Non, mais on en est convaincu. Merci de le mentionner parce qu'on en est convaincu. Une des missions qu'on se donne, c'est aussi d'éduquer notre audience et idéalement nos clients sur la finance. Donc, pour revenir à la question initiale, manque de culture, manque d'éducation, et on rajoute à ça peut-être des conseils, notamment en France, qui sont souvent axés autour de l'avantage fiscal d'un placement. Alors que pour nous, on a la ferme conviction qu'il faut commencer par regarder n'importe quel placement, tout simplement sur la base d'un couple risque-rendement. D'accord. Et ensuite, regarder ce que ça peut rapporter net après impôt. La solution que vous avez développée, qu'est-ce qu'elle offre actuellement ? Eh bien, un des mots que j'ai utilisé dans ma phrase descriptive de Cashbee, c'était simple. Et donc, on est parti de la conviction qu'il fallait commencer par un produit d'appel qui soit compréhensible par tous. Et donc, en fait, on propose un compte rémunéré. Un compte d'épargne à vue rémunéré. Donc, l'argent est toujours disponible. L'argent est dans une banque française. L'argent tombe sous la garantie des dépôts à hauteur de 100 000 euros par client. Et donc, on propose en moins de 5 minutes de connecter son compte courant où qu'il soit, et pour rappel, le compte courant par définition est non rémunéré, à un nouveau compte qui est en votre nom et qui est rémunéré. D'accord. Du coup, c'est une app où tu vas retrouver ta ligne de compte. Comment ça se matérialise ? Alors, on a sa ligne, mon compte courant à moi, mon compte principal. Oui. Deuxième ligne, mon compte Cashbee, sur lequel je gagne enfin de l'argent et mon argent qui dort est mis au travail. Troisième ligne, parce qu'on a créé ça, Cashbee Plus. Là, c'est mon contrat assurance vie, mais en fait, c'est ma poche épargne longue, sur lequel je fais travailler mon argent en visant un rendement plus élevé, mais en prenant un risque qui est mesuré et qui est proportionnel à mon profil, qui est lié à mon profil de risque. On peut revenir là-dessus si tu le souhaites. Et pourquoi pas demain, une quatrième ligne Cashbee IMO, une cinquième ligne Cashbee ETF, une sixième ligne Cashbee Private Equity, parce qu'on estime qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a un frein à l'épargne, et une des raisons qui ferait mieux épargner les Français, pas plus mais mieux, c'est de pouvoir voir en une seule app et en un seul coup d'œil l'ensemble des lignes qu'on peut avoir et la composition de la totalité de son épargne. Entre son épargne courte, encore une fois, absolument sécurisée, sur laquelle on ne prend pas de risque et qui est rémunérée un tout petit peu, et toutes les autres formes d'épargne qui sont véritablement là pour préparer le futur, la retraite, l'éducation des enfants, le projet immobilier qu'on peut avoir, et ainsi de suite. Donc, quand tu parles de rémunération, on est à des taux de combien ? Sur du 12 mois, par exemple. Alors, l'ouverture du compte rémunéré où l'argent est accessible du jour au lendemain, donc véritablement tout le temps, déjà, sur ce compte-là, la rémunération est de 2% pendant 2 mois et ensuite de 0,6%. D'accord. Alors, on peut dire c'est faible. Moi, je rétorquerai, certes, mais tu l'as dit toi-même, sur un compte courant, en fait, on perd de l'argent. On est à 0, et donc, quel que soit l'intérêt qu'on reçoit, tout est mieux que 0. Et par ailleurs, il n'y a pas de frais de compte, frais de tenue de compte et autres frais bancaires qui sont en fait des moyens plus ou moins cachés pour facturer la tenue d'un compte à un client.
Donc ça, c'est la première observation que je ferai. La deuxième, c'est que quand on se porte sur des solutions plus longues, type CashB+, ou autre, là, on peut commencer à viser des rendements de 4, 5, 6, voire plus de pourcents par an, sachant qu'à chaque fois qu'on augmente l'objectif de rendement, il faut savoir qu'on est en train de prendre un peu plus de risques. Bien sûr, oui. Alors, concrètement parlant, comment est-ce que vous avez construit cette solution? Parce qu'il n'y a pas de miracle. Avec des taux qu'on connaît aujourd'hui, on ne peut pas inventer et faire naître la rentabilité sur des portefeuilles comme ça. Il y a forcément derrière un petit peu de créativité dans la conception de votre solution. Donc, comment est-ce que vous avez conçu, je dirais, derrière, dans les coulisses, cette solution pour générer ce rendement sur ces comptes? Alors, d'abord, la question est très bien posée. Je pense qu'il est important de souligner qu'il n'y a pas de rendement magique. Oui. Et donc, tous les vidéos qu'on peut voir sur YouTube où des garçons en costume devant une Mercedes vantent les mérites d'un produit qu'ils auraient inventé où vous avez un rendement sans prendre de risque. C'est Madoff, par exemple. Voilà. Je crois qu'on l'a trouvé. Donc, notre modèle n'est pas celui de Madoff. Notre modèle est basé sur un arbitrage structurel qui existe dans le marché bancaire. Alors là, je viens d'utiliser une phrase complexe et je vais donc la reformuler. Il y a d'un côté, dans le monde bancaire, les grandes banques qu'on connaît tous et où on a tous nos comptes qui ont trop de dépôts. Et elles, évidemment, ne vont pas rémunérer ces dépôts, ni même sur les livrets d'épargne, parce qu'elles en ont trop. Et elles sont obligées de les apporter à la BCE, la Banque Centrale Européenne, où elles se font taxer ces dépôts. Donc, en fait, elles perdent de l'argent alors qu'elles ne vous proposent aucun rendement. Alors qu'à côté de cela, vous avez des banques spécialisées qui n'ont pas de réseau bancaire et qui n'ont pas de moyens naturels pour attirer les dépôts, mais qui en ont réellement besoin, pour des raisons tant réglementaires que de gestion bilancielle saine. Et donc, elles ont fait le choix logique de rémunérer ces dépôts pour les attirer, et en plus de cela, de rémunérer l'intermédiaire qui les apporte ces dépôts, c'est-à-dire CashB. Donc moi, je me fais payer par ces banques qui veulent me rémunérer pour un service que je leur rends. Du coup, je peux proposer mes services gratuitement. Et donc, on est bien dans un système vertueux qui est structurel, où nous allons transvaser des dépôts là où elles ne sont pas nécessaires, j'ai nommé les grandes banques, et où elles sont aujourd'hui, vers des banques spécialisées qui en ont réellement besoin et qui sont prêtes à les rémunérer. Et on parle de montants de combien? Tu as une idée des montants qui... Non, mais c'est gigantesque. C'est là où c'est très drôle. C'est que on se rend pas compte, mais l'ensemble de l'argent qui dort rien qu'en France sur les comptes courants dépasse 300 milliards d'euros. Le livret A, ça dépasse 400 milliards d'euros. Si on y rajoute l'argent qui dort, entre guillemets, ou qui travaille très peu sur les fonds euros des assureurs, on est bien au-delà de 1000 milliards d'euros. Un autre chiffre qui est assez parlant, c'est que rien que durant le confinement, le premier confinement, les Français ont mis de côté 80 milliards d'euros et que la grande majorité de cet argent s'est retrouvée sur des comptes quasiment non rémunérés ou non rémunérés. D'accord, donc c'est très clair. En tout cas, moi, je comprends très bien ton explication. Je pense que c'est très clair pour les auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que d'un point de vue risque, tu peux nous dire finalement quels sont les risques pour l'épargnant qui utilise CashB, puisqu'on sait que les banques ont bien sûr des ratings différents, mais je pense que ce serait intéressant que tu nous donnes un petit peu de transparence à ce niveau-là. Une fois de plus, question très pertinente, évidemment. Donc, pour les dépôts bancaires, il existe un système qui s'appelle la garantie des dépôts. Et ce système est un système collaboratif par lequel toutes les banques, les petites comme les grandes, contribuent une toute petite partie de leurs bénéfices annuels à constituer un fonds auquel on ferait appel si un jour l'une d'entre elles venait à faire défaut. Donc, imaginons un cas désastreux, une grande banque fait défaut. Ce fonds existe dans tous les pays d'Europe en tout cas, et en France, il est bien financé, ce qui permettrait de rembourser à minima les dépôts des déposants dans cette banque. À hauteur, et c'est là où ça devient important, à hauteur de 100 000 euros par personne, encore une fois, dans cette banque. C'est pourquoi nous, on prévient tout client qui transvase plus de 100 000 euros sur son compte rémunéré CashB qu'il y a ce risque que pour le montant qui dépasse les 100 000 euros, il est en train de mettre à risque cet argent, cette épargne, au cas où la banque venait à faire défaut. Alors soyons clairs, un défaut bancaire est extrêmement rare et les banques en France, et notamment nos banques partenaires, sont notées investment grade. Donc, je veux parler de My Money Bank, soyons parfaitement transparents. My Money Bank, c'est l'ancienne GE Bank. Elle a une double notation investment grade et à ce titre, représente un plutôt bon risque de crédit. D'accord. Est-ce qu'elle est aussi bien notée que le Crédit Agricole ? Non.
D'accord. Merci d'avoir clarifié cet élément-là. Donc, la banque partenaire dont tu parlais, c'est celle auprès de laquelle les dépôts sont déposés. Exactement. D'accord. Et c'est toujours en parfaite transparence, par obligation, mais aussi par conviction. Nous souhaitons que nos clients sachent là où leur argent se trouve. Et donc, deux précisions à ce titre. Même si nous-mêmes, nous sommes un établissement de paiement agréé et supervisé par la Banque de France, l'argent se trouve toujours sur le compte au nom du client. Et en l'occurrence, dans le cas de l'épargne courte, toujours disponible, dans un compte à leur nom chez My Money Bank, notre partenaire. Merci beaucoup. Alors, tu l'as précisé, vous êtes un établissement de paiement. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a cette nécessité d'avoir un agrément de la CPR ? Alors, ce n'est pas une nécessité au sens strict. C'est-à-dire que quand on a étudié notre modèle, on s'est dit qu'on pouvait probablement y arriver en bypassant ou en évitant cette étape. En étant créatif. Et on n'avait pas une nécessité absolue d'avoir nécessairement ces agréments. On est allé les chercher pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on pense que c'est rassurant pour nos clients de savoir que les opérations, le conseil, la gestion des flux est entreprise par une fintech certes petite en taille, mais en tout cas régulée par la Banque de France et qui a donc été contrôlée à ce titre. Le deuxième, c'est qu'il nous semble que ça nous donne une grande liberté stratégique. Si demain, on veut aller beaucoup plus loin dans la proposition de valeur comme on le disait au tout début, rajouter à la liste des produits qu'on propose, aller au-delà des frontières pour s'étendre à l'international et que sais-je, bien c'est avec un agrément en poche qui nous donnera cette crédibilité et surtout qui nous sera sûrement utile. Et le troisième élément, c'est qu'on peut voir un agrément de deux façons, il me semble. Soit c'est un parcours pénible qu'il faut traverser, c'est un obstacle qu'il faut conquérir. Alors, on peut quand même dire que c'est un parcours compliqué. J'ai pas encore dit dans quel camp je me suis situé. Mais donc c'est soit un parcours très compliqué et un obstacle qu'il faut conquérir, soit ce sont des lignes directrices très fermes et très claires qui vous aident à structurer votre boîte. D'accord. Et je Moi, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je trouve que c'est très structurant d'avoir un agrément. Eh ben, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, si on doit mettre le contrôle des risques, enfin, la réglementation RGPD, la surveillance de tout ce qui est risque de fraude au cœur d'une proposition de valeur, autant le faire. Et si on adopte cette culture dès le départ, demain, quand on sera dans 10 pays et qu'on sera à 250, ça sera super d'avoir cette culture du risque. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Alors, vous vous êtes lancé il y a bientôt maintenant 4 ans. Est-ce que tu peux nous dresser, nous décrire l'équipe que vous avez mise en place et les différentes levées ou la levée que vous avez faite pour vous lancer, puisque en effet, pour déployer un établissement de paiement, il faut quand même avoir des capitaux assez solides. Enfin, nous présenter Cashbee. Alors, si je voulais frimer, je dirais qu'on a multiplié nos effectifs par 400%, mais en sachant qu'on est parti à 3, on a assez rapidement fait le calcul pour arriver à la conclusion qu'aujourd'hui nous sommes pas loin d'être 15. Donc ça, c'est pour l'effectif. Pour ce qui est de comment découper cette période, je dirais que la première année a vraiment été consacrée à imaginer le produit, à développer la tech qui allait avec et surtout à aller chercher ses agréments. Ça prend du temps, c'est pas un parcours simple, c'est un process qu'il faut respecter. Et donc, pour donner peut-être 3 chiffres. On a fini l'année 2019 avec 2 millions d'euros d'encours dont on était très fiers de nos premiers centaines de clients. On a fini l'année 2020 avec pas loin de 28 millions d'euros de la part de plusieurs milliers de clients. Et aujourd'hui, et nous sommes le 25 janvier, nous venons de passer la barre de 35 millions. Bravo. Merci beaucoup. Donc, ça montre qu'il y a une vraie appétence pour l'épargne, ça montre qu'il y a une vraie appétence pour une forme d'épargne simple, et peut-être ça montre que notre modèle est en train de se valider. L'autre point que j'aimerais mettre en avant, c'est que pendant ce temps-là, au-delà de recruter l'équipe, on l'a aussi structuré, et je pense que c'est important de le dire, avec une grosse partie tech, parce que pour donner les bons conseils, il faut beaucoup de data qui soit analysée. Pour assurer la sécurité, il faut là aussi beaucoup de tech, mais avec maintenant une montée en puissance de la partie marketing et de la partie conformité. La partie conformité, on n'a pas trop besoin d'y revenir, c'est une exigence réglementaire et si on veut adhérer à nos valeurs de sécurité, goût du contrôle du risque, pour être précis, et ainsi de suite, c'est normal. Marketing, c'est peut-être
plus... c'est important maintenant pour nous d'installer notre marque et de se faire connaître. La proposition de valeur qui est de dire vous avez de l'argent qui dort, mettez-le au travail en toute sécurité, la proposition de valeur est assez simple et devrait plaire à la totalité. Grand nombre. Un grand nombre. Donc le vrai challenge pour nous, c'est de se faire connaître. Ouais. Et au-delà de se faire connaître, qu'on nous fasse confiance. Ouais. Et donc il est là maintenant, un de nos challenges est de répandre la bonne nouvelle. Et rien de tel dans le monde de l'argent que le bouche à oreille. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de tests, et on continue à faire beaucoup de tests, mais on n'a pas l'impression que le fait de faire des pubs sur Facebook, que ce soit particulièrement efficace, alors que lorsque quelqu'un vous en parle au travail, lorsque quelqu'un vous en parle au sein de vos réunions familiales, lorsque quelqu'un vous montre l'app parce qu'elle est ergonomiquement plutôt plaisante, ça c'est l'angle qui est pour nous le plus efficace et qu'il faut qu'on travaille. D'accord. Et au niveau de la levée, parce que vous avez des business angels qui sont du monde financier, tu peux nous en dire un mot ? Absolument. Donc oui, l'avantage de lancer une boîte, on ne va pas dire à un âge avancé, mais à un âge assez mûr, on va dire, et après avoir eu une carrière corporate, ça te permet de l'autofinancer pendant un certain temps. Oui. Donc le premier point à mettre en avant, c'est tout simplement que les cofondateurs ont mis leurs billes pour monter le projet. Ensuite, on a eu le soutien effectivement d'une douzaine de business angels, qui sont au-delà d'avoir contribué de l'argent, il y en a beaucoup qui contribuent également de leur temps et de leur expérience. Et donc, sans les citer tous, je mettrai en avant quand même Didier Vallée, qui est l'ancien numéro 2 de la Société Générale et surtout qui est un investisseur maintenant reconnu sur la place, en tout cas parisienne, pour ses participations dans différentes fintechs. Qui est passé sur mon podcast. Je ne peux que le féliciter et te féliciter. Et donc, oui, aujourd'hui des business angels, demain sans doute des fonds. D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors, juste un dernier point sur Cashbee, vous avez des pages vertes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très original. Oui, alors ça vient d'une conviction qui, une fois de plus, est personnelle aux cofondateurs, mais qui est partagée maintenant par l'équipe, qui est qu'on est convaincu que rendement et investissement responsable peuvent aller ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait un placement dans un fonds labellisé ISR ou ESG qu'on est nécessairement, qu'on doit abandonner une partie de son rendement en se disant je finance la protection de la planète ou je finance la lutte contre le réchauffement climatique et donc je dois m'attendre à un rendement qui soit moindre. Nous, on pense que les deux sont parfaitement combinables, absolument pas antinomiques. Et par ailleurs, on pense que le temps est venu pour le faire. C'est-à-dire que quand on regarde la solution Cashbee Plus qu'on a mis en place, qui est une solution d'épargne longue, nous ne proposons que des solutions d'épargne labellisées ISR. D'accord. Mais dans l'optique toujours de faire grandir l'argent, de le faire fructifier, etc. Attends, juste, ça veut dire quoi labelliser ISR Alors, labelliser ISR, c'est... Non, pardon. La question m'arrive. Voilà. Non, on a toujours le risque de tomber dans le jargonisme et c'est justement ce sur quoi on se bat. Donc, ISR, ça veut dire investissement socialement responsable. Oui. Et donc, il y a des fonds, il y a des produits financiers qui vont restreindre leurs investissements et leurs placements dans des sociétés qui, par exemple, visent la neutralité carbone ou l'ont peut-être déjà atteinte. Ils vont peut-être exclure tout investissement dans des industries dites polluantes, type l'extraction de charbon, et qui, pour un ensemble de facteurs, vont aller chercher et obtenir ce label. Et nous avons fait le choix avec notre partenaire Generali de restreindre l'ensemble de nos placements, de nos clients, à des profils qui sont labellisés ISR, investissement socialement responsable. D'accord. Donc, pour donner un peu plus de sens à cette conviction que nous portons, on souhaitait aller plus loin. Et donc, il y a au moins deux façons de le faire. Le premier, c'est que nous-mêmes, on s'impose un certain nombre de règles de respect de l'environnement et on essaye de faire en sorte que Cashbee soit la moins polluante possible, évidemment. Mais de mettre à la lumière et de mettre en avant des sociétés qui partagent nos valeurs, qui ne sont pas nécessairement dans la finance, mais qui permettent à tout un chacun qui se renseignerait sur notre blog ou sur notre site de trouver des fournisseurs de services énergétiques ou autres qui partagent cette valeur, de trouver des endroits où on peut faire des cadeaux ou trouver des achats, enfin faire des achats ou trouver des cadeaux. Bref, des marques qui partagent cette valeur.
Ok, merci beaucoup d'avoir clarifié ce point-là. Alors, si on a un dernier point que j'aimerais creuser avec toi, parce que tu as dit qu'il y avait donc une belle traction sur vos clients, donc c'est du B2C, hein, on a bien compris. Est-ce que tu pourrais nous dresser, avant qu'on passe à la troisième partie de notre discussion, un portrait robot du client qui investit sur Cashbee ? Oui, je peux. Alors, pour préciser, le champ des possibles est très large et on a des jeunes, des moins jeunes, mais le portrait robot, c'est typiquement le cadre supérieur, profession libérale, la personne occupée qui n'a pas nécessairement une grande affinité avec la finance, mais qui a une certaine capacité d'épargne. Donc, c'est typiquement quelqu'un qui a entre 30 et 55 ans, qui a soit commencé à mettre de côté, soit qui a déjà pas mal de côté, mais qui sait de lui-même qu'il s'en occupe relativement mal, voire très mal. Souvent par phobie administrative et ou manque de temps. Donc, quand on va regarder dans les profils, ce sera probablement quelqu'un qui est urbain. Le bassin parisien, notamment, représente un fort pourcentage de nos clients. Il se trouve que c'est majoritairement des hommes. Faut croire que, même encore aujourd'hui, dans les foyers français, c'est encore souvent l'homme qui s'occupe de l'administratif et donc un peu des finances et des placements. Et en termes de catégorie socio-professionnelle, c'est typiquement quelqu'un qui a fait pas mal d'études, bac plus 4, voire 5, voire plus, et qui occupe un poste à responsabilité. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de notre discussion. J'essaye de restreindre. Parfois, je ne parviens pas à restreindre le temps. Parfois, j'y parviens. Où est-ce que vous vous projetez à moyen terme ? Et j'aimerais savoir si vous avez aussi la volonté d'aller vers le B2B. Alors, la deuxième question est beaucoup plus facile et concrète que la première. Donc, je vais commencer par la seconde. Oui, non seulement on a l'intention de faire du B2B, mais demain, et quand je dis demain, c'est vraiment dans les semaines à venir, on va annoncer notre premier partenariat B2B2C. Donc, les services de Cashbee seront déployés et rendus disponibles par un partenaire de la place de taille. Et 2, à la demande de bon nombre de nos clients, on est en train de se pencher sur le sujet du B2B parce que beaucoup de médecins ou d'avocats ou d'auto-entrepreneurs nous disent je suis ravi de mettre au travail quelques centaines, quelques milliers d'euros à titre personnel, mais sur mes comptes pro, j'ai des montants bien plus importants qui dorment et ce serait quand même génial que je puisse aussi les mettre au travail d'une façon ou d'une autre grâce à Cashbee. Donc oui à la seconde question. Pour ce qui est de la première, comment on se voit dans quelques années, où est-ce qu'on se projette ? Déjà, on aura une gamme complète de produits d'épargne à la disposition de nos clients, dont certains seraient peut-être gérés et proposés par Cashbee lui-même. Ils seront tous disponibles via mobile et l'aperçu en un clin d'œil de la totalité de votre épargne restera possible et sera évidemment amélioré au fur et à mesure que le temps passe et qu'on a le temps de rajouter des features. Et 3, il faudra que tout ça soit disponible dans plusieurs pays en Europe. Génial, parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marc. Quel livre tu nous recommandes pour qu'on clôture notre discussion ? Alors, il y a un livre que j'ai adoré lire, écrit par des économistes, qui s'appelle Freakonomics. Ah, génial. Et ils ont également un podcast. Un podcast déjà dit sur mon podcast. Il faut que tu arrives avec une autre idée, là. Alors, il faut que je vienne avec une autre idée. The Big Short de Michael Lewis. Alors, Michael Lewis est pour des gens de mon âge, et surtout l'auteur de Liar's Poker, qui raconte de façon extrêmement drôle la carrière qu'on peut avoir en banque d'affaires. Mais c'est également l'auteur de The Big Short, qui a été rendu en film, qui raconte la crise financière de 2008, mais expliqué, de façon extrêmement ludique et drôle, et 2, dans un langage qui est parfaitement compréhensible pour tous, et donc qui rejoint bien le principe de Cashbee, qui est qu'on peut vulgariser et rendre ludique la finance. Merci beaucoup, Marc. À bientôt. Merci, Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.